Bonjour les amis, notre Odyssée grecque vous propose encore notre voyage à Moscou et aujourd'hui cette vidéo c'est du Kremlin. On a fait, on a fait la visite du Kremlin. À l'intérieur du Kremlin, c'est incontournable quand on visite Moscou. Et cette année, cette fois-ci, j'ai vu que les prix sont les mêmes pour les étrangers que pour les Russes. C'est pour ça, pas de problème. Il ne faut pas jouer un rôle de mouillé. Et on passe dans le Kremlin. Il est lié à tous les événements historiques et politiques les plus importants survenus en Russie depuis le XIIIe siècle. Le Kremlin a été construit entre 14e et 17e siècle par des architectes russes et étrangers, les Italiens en majorité. C'était la résidence du grand prince ainsi qu'un centre religieux. Au pied de ces remparts, sur la place rouge, s'élève la basilique Basile le Bienheureux. La vidéo est déjà faite sur cette basilique. Au XIIe siècle, le Kremlin a été fait comme une fortification érigée sur la rive gauche de la Moscova par Yuri Dolgorouki, prince de Suzdal. Le Kremlin s'est développé et s'est agrandi avec l'adjonction de nouveaux établissements et de nouvelles banlieues qui furent entourées par de nouvelles fortifications parce que le Kremlin a été reconstruit plusieurs fois suite aux destructions, suite aux inondations, suite aux incendies. Au XIIIe siècle, le Kremlin fut la résidence officielle du pouvoir suprême, le centre de la vie séculaire et spirituelle de l'État. Le Kremlin de fin du XVe siècle et début du XVIe siècle est une des plus importantes fortifications d'Europe. Les murs en pierre et les tours aujourd'hui visibles furent érigés entre 1485 et 1516. Le Kremlin renferme dans ses murailles une série unique de chefs-d'œuvre de l'architecture et des arts plastiques, des monuments religieux d'une exceptionnelle beauté, les cathédrales, des palais. Le grand arsenal du Kremlin se visite à part. Nous n'avons pas visité parce qu'il a fait beau et à l'intérieur, on a préféré visiter plus tard quand il a fait moins beau ou la prochaine fois. Le beau monument du Kremlin, c'est Tsar Pushka ou canon du Tsar. C'est une gigantesque bombarde en bronze. Il pèse environ 40 tonnes avec une longueur de 5,34 m et un calibre de 890 mm. Elle était fabriquée par le maître bronzier Andrei Choklov en 1586. Bien que conçu pour la défense du Kremlin, il n'a jamais servi en guerre. À côté de Tsar Pushka, il se trouve Tsar Kolokol, la grande cloche du Kremlin, également connue sous le nom cloche du Tsar, est une cloche monumentale exposée qui est célèbre pour être la plus grosse cloche jamais fondue au monde. La cloche mesure 6,14 m de haut et un diamètre de 6,60 m. Son poids est estimé à environ 200 tonnes, ce qui a fait le plus lourd de cloche jamais fabriquée. La cloche a été commandée par l'impératrice Anne, mais a été endommagée lors d'un incendie en 1737 et elle n'était jamais utilisée non plus. Un morceau de 11 tonnes s'est détaché de la cloche lors de l'incendie, lorsqu'elle a été arrosée pour la refroidir. Ce sont les cloches et le canon sont plus admirés dans le Kremlin. Tout le monde s'en fait les photos ici avec ces monuments. Et on peut aussi profiter du jardin du Kremlin. Il est magnifique avec les beaux rosiers. On peut s'asseoir, se reposer, écouter le chant des oiseaux, admirer le Kremlin, sa beauté.
et goûter une glace. Il y a une partie des palais du Kremlin qui sont toujours utilisés pour le gouvernement où on n'a pas accès en tant que touriste, c'est bien protégé. Il y a même la place pour l'hélicoptère aussi parce qu'il y a les bâtiments ici, ils ont bien servi. Il y a même Poutine encore qui préside au Kremlin, toujours. Et ensuite, on a accès aussi sur la place des cathédrales. Il y a les cathédrales, les plus belles cathédrales à visiter. Et la cathédrale de l'Archange Saint-Michel, Arkhangelski Sabor, édifiée entre 1505 et 1508. L'architecture russe et italienne forme tel un tout organique. Il se trouve les autres cloches assez grandes devant la cathédrale de l'Archange. Et cette cathédrale a une forme d'une croix grecque avec une façade de Renaissance italienne et est couronnée de 5 coupoles selon la tradition russe. Et elle occupe l'emplacement de plusieurs sanctuaires successifs en bois et en pierre, tout voué au protecteur de la dynastie, l'archange Saint-Michel, et voué aussi au même usage depuis le Ivan Ier Kalita, il y a inhumé en 1340. Les victoires de l'armée russe étaient célébrées dans l'enceinte de la cathédrale de l'archange Saint-Michel. L'intérieur de la cathédrale est recouvert de fresques datant du XIVe et XVIIe siècle, dont certaines furent peintes par Yuri Nikitin, Simon Ushakov, Yakov de Kazan, Stepan Razin, Joseph Vladimirov. Le style des murs en pierre s'inspire beaucoup de la Renaissance italienne. On trouve aussi une iconostase en bois de 13 mètres de haut qui présente des icônes du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Et dans cette cathédrale se trouve le nécropole royal, le plus grand en Russie, ayant accueilli les grands personnages entre 1340 et 1730. Les sarcophages étaient mis dans la terre sous le plancher et surmontés par des monuments funérailles avec des dailles en pierre blanche. Les tombeaux les plus anciens se trouvent à côté du mur méridional, y compris des grands princes Ivan Ier, Dmitri Donskoy, Ivan III le Terrible. Et Ivan III le Terrible et ses fils occupent un caveau spécial dans l'espace sacré de la cathédrale. Les tombeaux de la dynastie Romanov se trouvent à côté des colonnes aussi. Ce nécropole était réservé en majorité aux hommes. Les femmes étaient enterrées au monastère de la Résurrection. Les portraits funéraires sont un trait spécial de la cathédrale. Dans la partie inférieure des murs, juste au-dessus des tombeaux des princes, on peut voir leurs portraits stylisés. La galerie historique commence avec l'image du grand prince Ivan Ier. Il regarde en direction des autels avec vénération. Leurs mains sont pieusement levées. Au-dessus de leur tête, il y a des nimbes. Leurs saints patrons sont peints dans les médaillons. Il fait frais ici. Premier archange. Carte de papier. Tombe du prince Vladimir.
très magnifique musée. En face, nous y trouvons la cathédrale de l'Annonciation, en russe Blagoveshchenский собор. Elle a été édifiée entre 1485 et 1489 par un architecte de Pskov. C'est pour ça l'extérieur de la cathédrale réunit des traits de l'architecture moscovite et celle de Pskov. Mais au prochain édifice, la structure est très influencée par l'architecture de la Renaissance italienne. Les parois conservent des fragments de peinture par le peintre Théodose en 1508, un des deux fils du peintre Dionysius, et d'autres époques plus récentes. L'iconostase comprend des saintes icônes du XIVe au XVIIe siècle. Certaines d'entre elles sont duées et attribuées par les historiens à Andrei Rublev, Théophane le Grec, Prochor de Gorodets et datent du XVe siècle. D'autres sont plus récentes. De temps de tsar, cette cathédrale était la chapelle privée de la famille impériale. Son chapelain fut le confesseur personnel des membres de la famille de tsar jusqu'au début du XXe siècle. Les galeries parvis entourent la cathédrale de tous les côtés. La galerie nord occidentale avait des fonctions cérémoniales. Ses voûtes sont décorées d'une fresque L'Arbre de Jessé ou la généalogie biblique du Christ. Après, il y a les 4 chapelles. Petites chapelles à une coupole furent bâties dans les années 1560 sur les voûtes des galeries. Pour assurer les murs, les baies de voûte furent partiellement bouchées avec des images des philosophes anciens peintes par-dessus. 4 chapelles furent dédiées à Saint Michel, à l'entrée de Jérusalem, à la synaxis de la Sainte Vierge et à Saint Georges. Les iconostases des chapelles datent du XVe à XIXe siècle. Les plus intactes sont exposées dans la galerie méridionale. Les plaques de cuivre furent attachées aux battants des portes aussi de cette cathédrale et décorées avec les images dorées de l'Annonciation. Et on se trouve à nouveau sur la place des cathédrales et des églises du Kremlin. Nous voyons le clocher devant le Grand, le plus haut des clochers du Kremlin de Moscou. Sa hauteur est de 81 mètres. Ce clocher remplace une église en pierre bâtie à cet endroit en 1329 et agrandi en 1600 sous le règne de Boris Godunov. Il a reçu un nouveau dôme. Aujourd'hui, dans ce clocher, il y a les expositions permanentes qu'on visite à part. C'est joli aussi là, la portail. C'est joli là. Attends, c'est le vieux. Puis nous rentrons dans la cathédrale de la Dormition, en russe Ouspensky Собор.
est un édifice religieux chrétien orthodoxe russe. Elle a été construite entre 1475 et 1479 sous la direction de l'architecte italien Aristotele Fioravanti, originaire de Bologne. C'était la première église en pierre de Moscou. Le tsar se faisait couronner et se mariait. On est Élysée et inhumé les chefs de l'église russe. L'iconostas et les peintures qui ornent les murs, essentiellement du XVIIe siècle, sont particulièrement remarquables. C'est la plus ancienne, la plus grande et la plus importante des églises du Kremlin. Le nom fait référence à la dormition de la Vierge qui correspond pour les églises chrétiennes orientales et orthodoxes à ce qu'appellent Assomption les catholiques. Les murs de cette cathédrale furent peints par ordre de Michel Ier par une équipe de 150 personnes. Il créait plus de 250 compositions et 2000 figures. Les fresques sur les voûtes et de la cathédrale sont dédiées à 12 fêtes majeures de l'Église. Cérémonies et rituels de majeure importance eurent lieu dans la cathédrale de la Dormition. Les mariages royaux furent célébrés ici. Par exemple, Vassili III et Elena Glinska, Ivan IV et Anastasia Romanova. Alexis Ier baptisa ses enfants dans cette cathédrale. L'héritier du trône était proclamé ici à l'âge de 10 ans. En 1744, la princesse allemande Sophie von Anhalt-Zerbst se convertit ici à la religion orthodoxe et elle deviendrait Catherine II, Catherine la Grande. En 1812, Alexandre Ier baissa les reliques de la cathédrale et fit un vœu de repousser Napoléon. Et le sacré, puis le couronnement, le rituel le plus important en Russie, eut lieu dans la cathédrale depuis la fin du XVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le monarque était couronné par le métropolite, plus tard par le patriarche. Le premier a été sacré fut Dimitri, le petit-fils du grand prince Ivan le Terrible, en 1498. Le dernier a été couronné dans cette cathédrale fut le tsar Nicolas II en 1896. Et encore une église qui demande son attention, l'église de la déposition de la robe de la Vierge, qui a été édifiée en XVe siècle. Et est une fête religieuse orthodoxe et en l'honneur des reliques de la Vierge ramenées de Palestine et déposées solennellement dans une chapelle construite pour les recevoir à Constantinople en l'année 452. Les peintures murales ici sont faites en technique de fresque en 1644. Et les images racontent l'histoire de la vie terrestre de la Sainte Vierge. L'image de la Sainte Vierge de Petchora fait mise dans la niche de la façade de l'ouest au XVIIe siècle. Et à côté de la place des cathédrales, on y passe au palais des patriarches ou cour du patriarche. Ce palais a été édifié entre 1642 et 1655 sous l'ordre du patriarche Nikon. Sans doute inspiré par le palais de Thérème, cet édifice marque la volonté du patriarche Nikon d'imposer un retour au style sévère et monumental de Vladimir Souzdal à Moscou, considéré comme le seul qui soit vrai. Le joyau de cet édifice est une salle cruciforme de près de 300 mètres carrés, sans aucun pilier et couverte de voûtes closes. Elle est de plus parée de superbes carreaux de faïence.
Ce palais, c'était la résidence des patriarches orthodoxes qui ont vécu, qui ont reçu les tsars et les gens très importants ici. Les salles de palais pouvaient rivaliser de luxe avec le palais des Terem de tsar. Le rez-de-chaussée était occupé par les services de ménage et les bureaux des patriarches. Au premier étage, les salles de la croix et du repas furent situées aussi bien qu'une église privée. Les chambres du patriarche se trouvaient au deuxième étage. Les planchers étaient souvent pavés de carreaux de faïence. Les murs et les plafonds ornés avec la peinture portes décorées et dorées. L'intérieur était complet par les poêles en carreau et de faïence des meubles sculptés. Aujourd'hui, c'est un musée avec tous les reliques qu'on a trouvées dans cette maison des patriarches. C'est les objets, beaucoup d'objets, les montres, la vaisselle. C'est tous les objets qui ont été offerts aussi par des tsars aux patriarches. La plus grande salle du palais, la salle de la Croix, qui fait de 280 mètres carrés, comme on a dit. Dans cette salle, patriarche recevait les visiteurs, les ambassadeurs. Dans cette salle aussi eurent lieu les synodes de l'Église. Ce temps de réception et repas solennels. Des évêques furent élus. On y trouve ici beaucoup de livres évangiles, les livres sacrés surtout. Il y a même un exemplaire de vieille Bible. Édition Windows 1500. The first of the 17e century. Regarde la balance. Ouais, non, mais ok, mais c'est beaucoup. Probablement. Quelques pièces, mais bon, tu vois, c'est bien. Non, mais des fois, je me dis aussi que ça vaut le coup, quoi. Les pièces qui ont quand même le pays avant, il était quand même assez riche. Ouais, comme ça, on regarde mon fils. Ah ouais. La livre, oui. On y trouve ici l'iconostas sculpté doré du dernier quart du XVIIe siècle qui a fut transporté en 1929 depuis la cathédrale du monastère démoli de l'Ascension.
Elle est couronnée de la crucifixion avec la Vierge et Saint Jean le théologien. Au registre des grandes icônes, à droite des portes royales, se trouve Christ en majesté, les années 1680, et à gauche l'image de la Sainte Vierge de Saint Théodore, l'icône protectrice de la dynastie Romanov. L'icône Ascension du Christ datant du XVIIIe siècle est deuxième à droite des portes royales. Ah oui, c'est l'église. On peut y voir aussi l'intérieur d'un salon du XVIIe siècle, dans une riche maison russe, bien sûr. Dans cette salle, vous pouvez voir un poêle en carreau en faïence, une table en coiffe en cyprès, une armoire hollandaise et un buffet. Oui, oui, c'est joli. C'est chèque. Encore un manuscrit. C'est la mer, c'est sûr. C'est dans mon choix. Peut-être. Ah, t'as pas regardé? Mais non. Et le jardin Taïnitsky, jardin de passage secret, jardin public de Kremlin. Avant la Révolution, c'était une église Saint-Constantin et Hélène, datant de la fin du XIVe siècle, qui occupait cet endroit. Mais après la Révolution, l'église a été détruite et maintenant, c'est la zone devenue un jardin public. Après les fouilles archéologiques menées dans le jardin Taïnitsky en 2007, ont permis de découvrir les fondations d'anciennes maisons et les artefacts de la vie quotidienne médiévale dans ces jardins. Maintenant, c'est le beau jardin avec ses rosiers, ses flore et fauna russes, avec le parc où on peut se reposer, manger une glace. Comme on a déjà dit, il y a une belle fontaine avec le paon. Nous avons bien profité de cet bel endroit de Moscou. Et nous avons passé toute l'après-midi en visitant les cathédrales et les jardins. Après, si on veut visiter, oui, la chambre des armes, des armures, des Orujейная Palata, il faudra y revenir à la prochaine fois. Ce qui est bien à la fin de la journée, il y a peu de monde et on peut admirer tous les cathédrales, tous les monuments du Kremlin en tranquillité. On peut mieux faire nos photos sans les taupes des touristes, sans la foule. Et le Kremlin, comme tous les musées, ferme à 18h à Moscou. Et si vous avez bien aimé aussi notre promenade, mettez un like, mettez un commentaire si vous avez déjà visité cet endroit ou non.